Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de Grand Est Santé Travail. Merci de nous avoir accordé un petit moment cet après-midi. Donc la thématique du jour, nutrition et santé au travail, un duo indissociable. On attend environ 200 personnes, donc c'est une thématique en tout cas qui vous intéresse, d'actualité et très tendance actuellement. Donc c'est toujours un plaisir de regrouper un large panel de participants. On va bientôt commencer. On vous fait patienter quelques instants le temps que tout le monde puisse se connecter. Les compteurs montent tout doucement, donc ça, c'est super. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre. C'est la Sainte Fleur. La Sainte Fleur, c'est le 279e jour de l'année, pardon. Et donc, il en reste 87 avant la fin d'année. Voilà la petite pointe d'humour du jour. C'est aussi l'anniversaire de monsieur René Cassin, qui est né le 5 octobre 1887, grand homme politique de la Seconde Guerre mondiale. Un petit clin d'œil au service que j'appartiens, donc Reims Santé au Travail, qui est situé 28 rue René Cassin à Reims. Voilà, c'était histoire de se mettre dans le bain. On va démarrer d'ici 2-3 minutes. Voilà, les compteurs continuent à monter. On est accompagné de différents intervenants. Je vais pouvoir vous les présenter. Donc, nous avons Véronique, Agestra, infirmière santé travail, Marjorie de l'Agestra, qui est aussi infirmière santé travail. Bonjour. Stéphanie, qui est aussi d'Agestra et d'IST, donc infirmière santé travail. Bonjour. L'Agestra est en force aujourd'hui, c'est vrai qu'on est vraiment très chanceux. Et nous avons la chance d'accueillir Élodie Daché, diététicienne et nutritionniste à Aix-en-Provence, en guise de témoignage. Bonjour. Et nous avons travaillé aussi avec Marilène de ASTME, donc, qui est absente aujourd'hui, mais qui nous a aidés à fonder ce webinaire. Voilà, écoutez, on va bientôt commencer. Je vous invite à mettre le PowerPoint en plein écran. Comme ça vous aidera à suivre pleinement la présentation. Au fil du lot, vous pourrez poser dans l'onglet « Questions » situé à droite de votre écran l'ensemble de vos questions. Ça vous permettra de rentrer en contact avec nos experts. On n'y manquera pas de répondre soit à la fin du webinaire, soit en direct par ce chat. Vos micros sont volontairement coupés, tout simplement pour éviter le brouhaha. Donc, comme ça, on est plus au calme. Et surtout, l'objectif, c'est vraiment un moment d'échange. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et l'ensemble de notre équipe. Au fil du webinaire et plutôt à la fin, vous aurez dans la partie sondage plusieurs questions qui vous seront posées. N'hésitez surtout pas à y répondre. Ça nous permet d'analyser notre prestation et puis surtout de voir un petit peu nos forces et nos faiblesses pour les prochains webinaires. Eh bien, écoutez, je propose que l'on commence tout doucement. On est tous confortablement bien installés. Un café, un thé ou un verre d'eau, sans soda et sans ajout de sucre. On est sur la thématique, on y va. On va commencer. Et puis, écoutez, je précise que le replay sera accessible sur le site de Grand Est Santé Travail quelques temps après la fin du webinaire. Pourquoi on a opté pour ce webinaire? Tout simplement, l'objectif, c'était d'une sensibilisation à la nutrition, vraiment prendre conscience à l'impact de la mauvaise nutrition sur votre corps et la prise de conscience de son alimentation et des conséquences possibles sur sa santé, sa sécurité au travail. L'objectif, c'est que nos experts vous donnent des éléments de réflexion, des pistes d'innovation pour une meilleure alimentation. Eh bien, écoutez, c'est le moment de commencer, de rentrer vivement dans le sujet. Je vais donc laisser la parole à Marjorie pour rentrer dans la thématique du jour, la nutrition. Bonjour à toutes et tous. Alors, nous allons commencer en fait par une définition simple de qu'est-ce que la nutrition. Donc, selon l'OMS, la nutrition, c'est l'apport alimentaire répondant aux besoins de notre organisme. On parle de bonne nutrition lorsqu'on prend un régime adapté, varié et diversifié, tout en associant bien entendu la pratique régulière d'exercice physique. Mais à l'opposé, par contre, on parle de mauvaise nutrition lorsque cela peut entraîner un affaiblissement de notre immunité, une sensibilité accrue aux maladies, un retard de développement physique et mental chez les enfants notamment, et une baisse de productivité au travail, par exemple.
Ici, je vais vous présenter une pyramide parce qu'on parle d'équilibre alimentaire. Donc, notamment, cette pyramide représente les proportions idéales des différentes classes d'aliments pour arriver en fait à une alimentation équilibrée. Donc, à la base, on retrouve les aliments qui doivent représenter la part la plus importante de notre alimentation. Et plus on se rapproche du sommet, moins il est nécessaire de consommer les aliments représentés. Donc, on voit essentiellement le sucre et les produits sucrés, ainsi que les matières grasses. Merci Marjorie pour cette mise en bouche thématique. Donc en fait, le webinaire sera structuré de la façon suivante. Donc 8 grandes parties. Dans une première partie, on va voir les effets de l'alimentation. Enfin, nous faisons en deuxième partie l'alimentation et la santé au travail. Nous verrons ensuite les horaires atypiques et l'alimentation. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile d'associer l'alimentation avec des horaires plutôt particuliers en fonction du domaine d'activité. Nous verrons ensuite les conséquences d'une mauvaise nutrition. Nos experts vous apporteront des conseils en alimentation. On fera un petit focus sur la nutrition et le diabète. En septième partie, comme je vous l'ai dit en préambule, nous avons la chance d'accueillir Élodie Daché, donc diététicienne et nutritionniste dans le sud de la France, qui nous présentera la dernière innovation française en termes de nutrition. Et enfin, nous rebalayerons quelques questions qui auront été posées par l'intermédiaire de l'onglet chat. Voilà, rentrons dans le sujet avec les effets de l'alimentation sur la santé. Véronique, Marjorie, c'est à vous. Alors, lorsqu'on parle de digestion, on associe souvent notre intestin comme étant un deuxième cerveau. Et en fait, les neurones, en effet, de notre tube digestif, en fait, sont semblables à ceux du cerveau. Ils transmettent et reçoivent les informations qui permettent le bon fonctionnement de notre intestin. En effet, il ressent nos émotions, sécrète des hormones, telles que la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être et de l'apaisement, la cortisone et la dopamine, donc qui permet de booster notre énergie, et la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. En cas de stress, cela provoque par exemple des contractions au niveau du tube digestif qui perturbent notre digestion. En cas de stress également, le système digestif produit en plus grande quantité l'hormone qui régule l'appétit et du coup peut entraîner un dérèglement au niveau alimentaire. Ce qui prouve qu'en fait, on a un impact direct au niveau de notre alimentation sur notre santé, puisqu'il y a un problème d'assimilation des nutriments, mais aussi un problème psychique qui peut apparaître. On parle depuis quelques années du coup de l'index glycémique, qu'on retrouve plus facilement sous l'abréviation de IG. En fait, cet index glycémique donne une indication sur la capacité d'un aliment à augmenter la glycémie, c'est-à-dire sa concentration de glucose dans le sang. L'index glycémique d'un aliment se mesure par rapport à celui du glucose qui est de 100. Par exemple, si on prend un aliment qui a un index glycémique de 80, cela signifie qu'il augmente la glycémie avec cet aliment. Cela correspond à 80% de celle obtenue avec celui du glucose. Donc, il est important en fait de consommer des IG faibles parce que plus on en consomme, plus la glycémie en fait s'élève lentement et plus l'énergie conférée par cet aliment en fait est durable et on a un signal de satiété. Par contre, lorsqu'on consomme des aliments à IG élevé, la glycémie s'élève alors beaucoup plus vite, mais elle chute également très rapidement avec une sensation de faim, de stimulation de l'appétit par libération d'hormones telles que l'adrénaline et le cortisol. Du coup, l'énergie conférée par cet aliment est du coup beaucoup plus courte. Vous avez ici un petit tableau un peu récapitulatif sur les aliments et leur index glycémique. Alors, pourquoi il est important de consommer en fait des aliments à IG bas? D'une part, parce que ça permet de brûler des graisses, Ça évite les pics répétés d'insuline qui empêchent du coup l'organisme d'accéder aux réserves de graisse. Et en même temps, ça favorise une meilleure répartition des graisses au niveau corporel. Deuxièmement, c'est meilleur pour la santé parce qu'on sait que les pics glycémiques répétés épuisent le pancréas et favorisent l'apparition notamment de diabète, mais aussi cela fragilise notre organisme. Il permet également, avec cette consommation, d'améliorer nos performances physiques. En effet, les glucides à IG bas sont une réserve pour les muscles et seront utilisés du coup au cours de l'effort. Plus les réserves de glycogène en fait sont importantes, plus elles permettent de fournir un effort long et ou intense sans manquer d'énergie. Et enfin, elles permettent d'améliorer nos performances intellectuelles puisque l'unique carburant
du cerveau et le glucose. En cas de chute de la glycémie, en fait, nos capacités intellectuelles de concentration, de patience et de réflexion s'en trouvent du coup diminuées. Donc la consommation d'aliments à IG bas permet d'éviter les coups de pompe en alimentant le cerveau pendant beaucoup plus longtemps. Merci à Marjorie d'être entrée comme ça dans le webinaire sur les effets de l'alimentation sur la santé. Maintenant, c'est vrai que rentrons dans le vif du sujet et surtout notre domaine d'activité principal, la santé au travail. Quel est l'impact de l'alimentation sur la santé au travail? Donc, nous allons effectivement voir que l'alimentation et le travail sont étroitement liés. Donc, une alimentation équilibrée va contribuer à maintenir les salariés en bonne santé et donc va de ce fait leur permettre d'être plus efficaces au travail. Lorsqu'on parle d'une bonne alimentation, en fait, il s'agit d'une alimentation qui va être suffisante, diversifiée et équilibrée. Elle va être essentielle pour apporter l'énergie nécessaire à la réalisation des diverses activités professionnelles, certaines demandant particulièrement des efforts physiques et ou de la concentration. Donc avant le travail, il est important de s'alimenter pour démarrer son poste, que ce soit de jour ou de nuit. Donc là, il est préférable d'éviter les petits déjeuners dits traditionnels qui sont en principe composés de tartines de pain blanc avec de la confiture, du jus de fruits ou des céréales industrielles. Pareil, on va éviter les viennoiseries qui sont très caloriques et qui n'amènent peu de nutriments. Par contre, on va privilégier l'apport de protéines sous la forme d'œufs, par exemple des œufs brouillés ou des œufs à la coque, de fromage blanc. L'apport de gras va être au moyen d'oléagineux, c'est-à-dire des fruits à coque, les noisettes, les amandes, les noix par exemple. On préconise une consommation d'une dizaine de fruits secs par jour. Donc ces aliments vont contribuer à apporter à l'organisme le carburant énergétique. Concernant les sucres lents, on va privilégier l'apport de céréales complètes, des flocons d'avoine, du pain complet ou aux céréales par exemple. Dans le choix des céréales, on va privilégier des céréales qui sont riches en fibres, pauvres en sucre et en matières grasses. On va également veiller à un apport de vitamines qu'on va retrouver sous forme de fruits entiers en consommant la peau et la chair. On peut bien entendu varier les fruits au fil des saisons. Ces apports d'aliments vont réguler notre humeur, notre transit et nous apporter une impression de satiété tout au long du poste de travail. On ne va pas oublier l'apport de boissons qui se fera sous la forme de café, de thé, d'infusion, peu ou pas sucré. Et bien sûr, on va éviter la consommation de jus de fruits en trop grande quantité. Donc, on peut en consommer occasionnellement. Et bien sûr, éviter les boissons très sucrées de type soda. Au cours de la journée, le salarié peut être amené à devoir gérer des situations ponctuelles de stress. La consommation régulière de certains aliments dits anti-stress va permettre à l'organisme de mieux gérer les effets du stress. Donc, dans ces aliments, on va notamment consommer régulièrement des fruits à coque, donc noix, pistaches, amandes ou noisettes. Les fruits à coque ont une forte teneur en vitamine B et E. La vitamine B est essentielle au bon fonctionnement du système nerveux. Elle stimule la mémoire, la concentration et donc favorise l'activité intellectuelle. Le chocolat noir également, en choisissant du chocolat noir avec une forte teneur en cacao et non sucré de préférence, il va être riche en tryptophane. C'est un acide aminé qui sera ensuite transformé en sérotonine. La sérotonine étant une hormone qui va elle aussi agir au niveau du système nerveux central comme un régulateur et permettre de lutter notamment contre l'anxiété qui peut être consécutive à la situation de stress. Également la consommation de bananes, elle aussi riche en tryptophane, mais également en magnésium, connu pour lutter contre la fatigue et les effets du stress.
Les flocons d'avoine également riches en vitamine B1. En boisson, on pourra par exemple choisir un thé à base de mélisse, de houblon ou de lavande. Le gingembre, lui, sera une source de vitamine C. La consommation de légumes ou de légumineuses sous forme de pois chiches ou de lentilles va également être un apport de vitamine B1 et de magnésium. Enfin, la consommation au moins 2 fois par semaine de poissons gras de type saumon, sardine ou hareng, va être une source d'acides gras oméga 3 et de vitamine B12. L'acide gras oméga 3 étant connu pour prévenir les maladies cardiovasculaires notamment. Au cours de la journée, nous pouvons ressentir un besoin de s'alimenter, et cela en dehors des temps consacrés à la pause déjeuner. En fait, il convient de distinguer à ce moment-là si ce besoin de s'alimenter n'est pas tout simplement d'une envie. En fait, l'envie, c'est un mécanisme de défense qui va survenir lorsqu'on s'ennuie au travail, par exemple, dans des situations d'énervement ou de stress. À ce moment-là, notre cerveau va envoyer des signaux qui vont fausser notre réel état de satiété. Ce mécanisme va entre autres être à l'origine des phénomènes de grignotage qu'on connaît tous et toutes, répétés, où le plus souvent on va choisir des aliments sucrés, salés ou gras. Donc attention, ces aliments, on va souvent les retrouver dans les distributeurs de nourriture ou de boissons que l'on peut trouver dans certains établissements. Il convient donc de s'interroger lorsque ces envies se présentent à nous sur leur origine. Donc en s'interrogeant comment je me sens, quelle est mon humeur, est-ce que je suis stressée, pour bien identifier le pourquoi et donc pouvoir mieux pallier à ces besoins de s'alimenter. Il peut également s'agir en fait d'un besoin de s'hydrater, tout simplement. Dans ce cas-là, on va plutôt privilégier des eaux minérales, des infusions, du thé vert et bien sûr éviter toutes les boissons de type soda beaucoup trop sucrées. Enfin, ce besoin de s'alimenter peut correspondre à une faim réelle. Dans ce cas-là, on va ressentir le petit creux au niveau de l'estomac, le ventre qui gargouille, comme on dit. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à opter pour une réelle collation. Donc, la collation va être de type fruits frais, quelques amandes, des raisins secs. Elle a un double avantage, c'est qu'elle va éviter donc ces grignotages répétés en attendant l'heure du repas, et elle va également combler le manque calorique qui peut entraîner de la somnolence, une baisse de la vigilance et des capacités de travail. En aucun cas, elle ne doit augmenter donc l'apport énergétique quotidien, mais par contre, elle va permettre de répartir différemment l'apport alimentaire sur la journée ou sur la nuit pour les salariés qui travaillent en poste ou qui travaillent de nuit. Donc ensuite, on va bien sûr adapter la prise du repas suivant avec un meilleur apport en glucides blancs, des légumes secs, des pâtes et du riz par exemple. Alors l'organisation de la pause déjeuner, elle est très importante puisqu'elle va permettre une meilleure digestion et une meilleure assimilation des nutriments. Donc, on la préconise d'une durée d'au moins 20 minutes, prise dans un endroit calme, de préférence assis. On va choisir soit la salle de repas, une salle de pause ou le restaurant d'entreprise. On va prendre la pause seule ou avec des collègues qu'on va choisir. Il ne faut pas oublier que la pause de déjeuner doit rester un moment agréable, un moment de détente et de déconnexion également. On veillera à un apport hydrique adapté et bien sûr à composer son repas de façon équilibrée. Donc la pause déjeuner, elle peut être prise de plusieurs façons. Donc parfois l'entreprise va disposer d'un restaurant d'entreprise, donc ça va être une restauration collective, ou alors les salariés vont prendre leur repas dans un restaurant extérieur. Dans tous les cas, on va privilégier une alimentation suffisante, diversifiée et toujours équilibrée. Donc on va varier les plats tout en apportant bien sûr des légumes, des fruits, des féculents. On va privilégier les volailles, le poisson ou les œufs pour limiter l'apport de viande rouge. On va également limiter les menus complets,
les plats en sauce ou à base de friture ou les hamburgers qui vont être un apport excessif en matière grasse. On va limiter également les desserts à base de crème ou de type pâtisserie qui vont être un apport beaucoup trop riche en sucre. Et bien sûr, on va choisir une boisson adaptée, c'est-à-dire privilégier l'eau et bien sûr éviter les boissons sucrées. Autre option qui concerne un quart des Français qui préfèrent en fait ramener leur propre repas. Donc c'est la gamelle ou la fameuse lunchbox. Elle a l'avantage de laisser aux salariés le choix des portions, de choisir les aliments et leur mode de préparation. Donc là aussi, on va veiller à un équilibre alimentaire en variant les repas tout au long de la semaine. On va limiter les apports excessifs de gras et de sucré. Et bien sûr, on va privilégier les boissons de type eau, thé vert par exemple, ou infusion. On évitera la consommation de plats tout prêts à réchauffer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus pauvres en fibres, en vitamines et en minéraux. Les aliments, les nourritures transformées utilisent des additifs et des conservateurs et leur teneur en sel est en général beaucoup plus élevée également. Donc en conclusion, pour la composition de vos repas faits maison à emporter, privilégiez les fruits, les légumes de saison et diversifiez vos repas tout au long de la semaine également. Enfin, la dernière option, ça va être le sandwich qui peut également permettre de conserver l'équilibre au niveau alimentaire. Donc, qu'il soit acheté ou qu'il soit préparé, on va là aussi favoriser le pain complet ou alors les galettes de maïs, par exemple. En effet, le pain blanc a un indice glycémique qui est beaucoup plus élevé. Il est plus salé et il est faible en fibres. Alors, on va agrémenter ce sandwich soit avec de la volaille, du jambon blanc, des œufs, du thon ou du saumon pour diversifier l'alimentation tout au long de la semaine. On va y ajouter des crudités ou des légumes verts pour l'apport de vitamines, entre autres. Et bien sûr, des sauces qu'on va choisir légères. Et en dessert, pourquoi pas, un fruit ou une compote. On va dans tous les cas limiter la consommation de sauces trop grasses, de matières sucrées, de charcuterie également qui amènent trop de sel et donc le pain blanc comme on l'a vu tout à l'heure. Merci beaucoup Véronique pour ce focus sur l'alimentation et la santé au travail. C'est vrai que tout ceci est toujours un peu plus compliqué avec des horaires atypiques qui varient de semaine en semaine. Je propose que nous continuions sur cette lancée. Donc tout d'abord, l'expression horaire atypique. En fait, elle s'applique à toutes les configurations du temps de travail qui sont situées en dehors du cadre de la semaine standard. Donc, qu'est-ce qu'on entend par semaine standard? En fait, ce sont les aménagements de temps qui concernent 5 jours de travail réguliers par semaine, compris du lundi au vendredi, sur une plage horaire comprise entre 7h et 20h, avec 2 jours de repos consécutifs hebdomadaires. Donc, le constat, c'est que les salariés concernés par ces horaires atypiques sont de plus en plus nombreux. Près de 2 salariés sur 3 en France travaillent en horaire atypique. Donc, on va retrouver surtout les emplois dans certains secteurs d'activité, notamment l'hôtellerie et la restauration, les transports routiers, maritimes, ferroviaires ou aériens, les métiers de la protection et de la sécurité. Les soignants sont également concernés par les horaires de travail atypiques, la grande distribution et certaines entreprises pour des raisons d'impératifs de production. Donc, pour mieux comprendre les effets du travail en horaire atypique sur la santé des salariés, il convient de s'intéresser au fonctionnement de l'horloge biologique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'horloge biologique? En fait, l'homme possède un système complexe appelé horloge biologique interne, dont le centre principal de régulation se situe au niveau du cerveau. Cette horloge va permettre d'harmoniser le fonctionnement de l'organisme sur un rythme proche des 24 heures, qu'on va appeler le cycle circadien, comme on voit sur la diapo.
Donc, elle va notamment régler la température corporelle qui est plus basse au cours de la nuit, le cycle de veille et de sommeil par la production de l'hormone du sommeil qui va être libérée au cours de la nuit, la mélatonine, par la libération et la production d'autres hormones, comme plus particulièrement le cortisol aux alentours de 6 heures du matin, la régulation de la tension artérielle également, qui est plus importante en fin de journée. La synchronisation de cette horloge, elle va dépendre de plusieurs facteurs internes, mais également de facteurs externes comme la lumière et le temps de sommeil. Le travail posté ou le travail de nuit, ces deux organisations de travail étant les plus étudiées à l'heure actuelle, désynchronisent cette horloge, ce qui va entraîner des troubles de fonctionnement au niveau de l'organisme. Donc, si le sommeil a des incidences sur la santé, il en va de même pour la prise des repas au cours des temps de travail dits atypiques. Donc, effectivement, il va y avoir des changements dans l'organisation de la prise des repas, aussi bien dans le rythme que sur la qualité nutritionnelle. Et du coup, il va en découler des risques avérés sur la santé des salariés. Donc, en particulier, il va s'agir de troubles du sommeil qui vont se manifester soit par un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité. Cela concerne surtout les travailleurs postés de nuit ou les salariés postés en 3x8. On s'aperçoit ainsi qu'ils perdent en moyenne 1 heure de sommeil par 24 heures, ce qui va conduire à 7 heures en moins au bout d'une semaine, ce qui est l'équivalent finalement d'une nuit blanche et qui va à la longue entraîner un état de fatigue chronique. Lui-même peut être la cause de troubles de la vigilance avec un risque majoré d'accidents de travail. On peut également avoir des baisses des performances cognitives avec des problèmes de mémoire, des troubles de la concentration. Le travail en horaire atypique favorise également la survenue de troubles cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, des troubles nutritionnels et des troubles métaboliques qui vont engendrer du surpoids ou du diabète. C'est également un facteur favorisant de la survenue de certains cancers. Autres troubles au niveau de la santé, ça va être des troubles digestifs, des troubles psychiques également. On a plus de salariés qui ont des problématiques d'anxiété ou de dépression. Enfin, une consommation plus importante de substances dites psychoactives telles que le café, l'alcool ou certains médicaments que les salariés vont consommer pour tenir le coup en fait sur ces horaires atypiques. Alors la prévention en matière de santé, ça va être de bien manger, même en décalé. Donc pour cela, on va toujours rester sur 3 repas par 24 heures, des repas variés et équilibrés, et cela quel que soit votre poste de travail. On va privilégier une collation légère en évitant tout ce qui est apport calorique trop riche et trop sucré, notamment. Il faut savoir que le sucre et les graisses vont être moins bien assimilées, notamment la nuit pour les travailleurs de nuit, les travailleurs postés. On va limiter les grignotages et la consommation, là aussi, donc des produits sucrés et des graisses qui vont être favorisés au moment de ces grignotages. On va limiter la consommation d'excitants, tout ce qui est café, thé, boissons énergétiques, notamment lors des 5 dernières heures de travail, car cette consommation va avoir une incidence sur la qualité du sommeil lorsqu'on va rentrer du poste de travail. Et bien sûr, on va adopter une bonne hygiène de vie en prenant soin de son sommeil, en pratiquant une activité physique régulière et également en ayant un suivi médical régulier. Pourquoi? Cela va permettre de dépister la survenue d'éventuels troubles, par exemple des maladies cardiovasculaires, en surveillant l'hypertension artérielle ou la survenue d'un diabète, par exemple. Pour les femmes, pensez à signaler notamment à votre gynécologue si vous êtes concerné par le travail de nuit ou le travail posté. En effet, ces deux types d'organisations peuvent augmenter la probabilité de survenue du cancer du sein. Et pour les hommes,
le travail en horaire atypique, notamment le travail posté, le travail de nuit, favoriserait peut-être aussi le risque potentiel de survenue du cancer colorectal ou le cancer de la prostate. Merci Véronique pour ce focus sur l'alimentation et les horaires atypiques. C'est vrai que maintenant, on peut se demander quelles sont les conséquences d'une mauvaise nutrition sur l'organisme. Donc, je vais donc laisser la parole à Marjorie. Alors, du coup, donc on parle, comme vous l'avez déjà dit Véronique, donc de maladies cardiovasculaires, parce que les repas pris sur le pouce, de mauvaise qualité, une alimentation trop grasse, trop salée, trop sucrée, peuvent entraîner du coup l'apparition d'hypercholestérolémie, de pathologies cardiaques telles que l'infarctus du myocarde, mais aussi l'hypertension artérielle. On parle également du coup de malnutrition. Mais quand on entend malnutrition, en fait, il faut distinguer deux choses différentes. En effet, il y a ce qu'on appelle donc l'alimentation en quantité insuffisante, c'est-à-dire qu'on a un manque d'abord en protéines, par exemple, mais on a également l'alimentation en quantité suffisante, mais qui est carencée en fait dans certains nutriments essentiels, tels que les minéraux et les vitamines. Du coup, ces carences peuvent entraîner ou provoquer en tout cas une perte de poids, une fatigue chronique, une faiblesse musculaire et osseuse, mais aussi des maladies cognitives. C'est également le risque d'obésité et de prise de poids, notamment du coup avec l'irrégularité de la prise alimentaire, puisque les grignotages, la consommation de repas industriels, de charcuterie, de soda, de boissons caféinées ou alcoolisées, mais également une consommation importante de sel et d'aliments riches en sucre et en graisse. Se pose également le problème des troubles digestifs, puisqu'en horaire atypique, le processus normal de digestion en fait n'est plus aligné avec l'horloge biologique, ce qui peut entraîner du coup chez les salariés des problèmes gastro-intestinaux tels que la constipation, la diarrhée, des ulcères gastriques ou le syndrome du côlon irritable. On observe également une augmentation de la prise alimentaire, du coup, pour rester éveillé, lutter contre l'ennui ou le stress, ce qui provoque ainsi une augmentation de l'IMC et ainsi de la masse grasse. Ce qui est aussi important à retenir, du coup, dans les troubles digestifs, c'est qu'en horaire atypique, en fait, les salariés s'alimentent à des heures où les organes, en fait, sont programmés pour se mettre au repos. Du coup, les rythmes alimentaires sont également désorganisés entre les jours travaillés et ceux non travaillés, ce qui est en fait une conséquence directe de surpoids, d'obésité, qui correspond à une accumulation anormale ou excessive de graisse, du coup, due à la modification des horaires, des choix des aliments et des conditions de prise de repas entre effectivement les jours travaillés et les jours non travaillés. Il y a également un risque d'apparition de diabète, notamment avec une consommation excessive de sucre et de graisse qui entraîne du coup une difficulté de régulation du taux de glucose, mais aussi un vieillissement prématuré parce que la mauvaise absorption en fait favorise l'impact des radicaux libres sur nos cellules et en fait cela concerne l'ensemble des organes. La peau n'est pas le seul organe touché. En fait, les radicaux libres entraînent des dommages sur notre organisme, comme un petit peu la rouille sur le métal. Ils s'attaquent aux tissus et aux cellules de notre organisme en accélérant son vieillissement. Ils sont présents dans les aliments donc modifiés, transgéniques ou les viandes provenant d'animaux nourris d'hormones, d'additifs alimentaires tels que les quelques E330, les agents de conservation également, tels que l'acide acétique ou l'acide ascorbique. Les conséquences également d'une mauvaise nutrition, donc comme Véronique en a parlé tout à l'heure, c'est le sommeil. Parce qu'on sait que le sommeil permet à l'organisme de récupérer au niveau physique et mental. Et donc les horaires décalés, la réduction du temps de sommeil perturbe donc les 3 horloges du sommeil, telles que la biologique, la circadienne et la sociale, et du coup augmente l'appétit. Mais la diminution du temps de sommeil, en fait, entraîne également un déséquilibre hormonal, une augmentation de la prise alimentaire, une prise de poids, une somnolence et bien entendu une diminution de la vigilance. Donc lorsqu'on parle de sommeil, en fait pour parler de qualité de sommeil, c'est dormir en moyenne entre 7 et 8 heures par 24 heures dans de bonnes conditions. Et malheureusement, chez les salariés en horaire atypique, il est fréquent d'observer que ce qu'on appelle une dette de sommeil.
Merci Marjorie pour les conséquences d'une mauvaise nutrition sur l'organisme. Revenons quand même à l'activité principale d'un service de santé au travail, c'est vraiment les conseils, les sensibilisations. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, en tant que service de santé au travail, comme conseil à nos adhérents qui sont aujourd'hui connectés avec nous? Alors, pour les recommandations actuelles, elles ont déjà pour objectif d'aider les personnes à faire des meilleurs choix. Donc, du coup, pour ça, on a le programme national nutrition santé. Donc, c'est un plan de santé publique qui vise à améliorer l'état de santé de la population en agissant plus particulièrement sur la nutrition. Donc, sur la diapositive, vous pouvez voir la différence entre l'ancien programme qui est le PNNS 3 et le nouveau actualisé, le PNNS 4. Le nouveau, il amène à diversifier l'alimentation en alternant par exemple les fruits et les légumes, en intégrant dans l'alimentation des légumes secs et des fruits à coque. Donc du coup, on tente également de sensibiliser sur la consommation de viande, notamment la viande rouge, les charcuteries, en diminuant justement leur consommation pour privilégier celle des poissons et des volailles. Les produits laitiers, on voit bien qu'il y a maintenant une distinction en fonction de l'âge. On en recommande 2 par jour pour les adolescents et les adultes et 4 par jour pour les enfants et les seniors. Donc ce nouveau plan, il intègre plus particulièrement de la prévention et des conseils. Par exemple, on privilégie des huiles telles que le colza et l'huile d'olive, la réduction des boissons sucrées, bien sûr, et de prioriser les repas qui sont faits maison, avec une activité sportive et une recommandation de cette activité à 30 minutes par jour. Bien entendu, il y a une limitation de la consommation d'alcool avec moins de 2 verres par jour et surtout pas tous les jours. Donc du coup, il y a également pour nous aider dans ces recommandations le Nutri-Score. Alors, qu'est-ce que le Nutri-Score? À la suite d'une demande du ministère des Solidarités et de la Santé, Santé publique France a créé un système d'étiquetage nutritionnel qui est disposé à l'avant des emballages. Donc, c'est un Nutri-Score qui n'est pas obligatoire. Les entreprises l'affichent dans le cadre d'une démarche volontaire. Donc, ce Nutri-Score, il permet de comparer la qualité nutritionnelle des produits au sein d'un même rayon ou au sein d'une même catégorie d'aliments. Alors, c'est un logo qui informe le consommateur sur la qualité nutritionnelle d'un produit en le positionnant sur une échelle de 5 niveaux, donc de A à E, et associé à des couleurs qui va du vert foncé jusqu'au rouge. Alors, on sait très bien que maintenant, les produits en A sont plus favorables sur le plan nutritionnel et les produits E sont moins favorables. Donc, pour la partie nutrition et diabète, alors qu'est-ce que le diabète? Il se caractérise par une augmentation du taux de sucre dans le sang qui peut entraîner des complications au niveau de nombreux organes. Donc, il existe 3 types de diabète. Il y a le diabète de type 1 qui est caractérisé par une sécrétion insuffisante d'insuline par l'organisme. Le diabète de type 2, qui est secondaire à une mauvaise utilisation par l'organisme de l'insuline qui est sécrétée. Et il existe également le diabète gestationnel qui apparaît pendant la grossesse, qui résulte d'une incapacité à produire de l'insuline ou alors à l'utiliser correctement. Et c'est une forme de diabète qui touche 2 à 4% des femmes enceintes. Généralement, elle disparaît de façon spontanée après la naissance du bébé. Donc, non dépisté ou mal contrôlé, le diabète détériore le fonctionnement des organes et entraîne des maladies cardiovasculaires, une cécité, une insuffisance rénale ou une amputation. Alors, que faire avec du diabète? Le diabétique doit avoir une nutrition équilibrée avec une répartition calorique classique. C'est-à-dire pour des lipides, 35 à 40% pardon, pour assurer un bon fonctionnement du système nerveux. Donc ces lipides, on les retrouve dans le beurre, dans l'huile, dans le saindoux, la crème, les charcuteries, les viandes et le fromage. Ensuite, il leur faut une quantité de protéines et de protéines, donc 10 à 20%, donc pour assurer la fabrication et le renouvellement cellulaire.
Ça aide également à la croissance et à la défense contre les agressions microbiennes. Et sa principale source, c'est la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Et enfin, il faut également des glucides. Donc là, c'est une plus grosse partie, 40 à 50%, pour fournir de l'énergie nécessaire aux activités physiques et intellectuelles. Et celles-ci, on les retrouve alors dans les aliments qui sont dits au goût sucré ou sucre simple. Donc ça peut être les confitures, le soda, le miel, le sucre blanc. Ou alors dans les féculents qui sont dits des sucres complexes et qui n'ont pas de goût sucré. Et ça, on les retrouve dans le pain, les céréales, les pommes de terre, les haricots blancs et les lentilles. Bien entendu, il est recommandé de faire 3 repas par jour avec éventuellement une collation pour une journée réussie. Alors, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? L'équilibre alimentaire, c'est la base du régime diabétique. Les principes de ce régime reposent sur 3 particularités, donc le choix des aliments, le mode de consommation et la répartition des prises alimentaires. Donc, il faut planifier son alimentation. Alors, il ne s'agit pas de connaître le menu de la semaine à l'avance et de connaître ses besoins pour aller faire les menus pour sa semaine. Il faut connaître ses besoins journaliers et bien faire ses courses surtout. Le plus important, c'est d'équilibrer ses repas. Et les repas doivent couvrir vos besoins en quantité adaptée pour apporter l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Alors, les conseils, il faut réduire les sucres, en particulier diminuer la consommation de soda, d'alcool et de confiserie, diminuer les mauvaises graisses. Bon, alors ça, c'est dans tout ce qui pourrait être fromage, charcuterie, viande grasse. Diminuer l'apport en glucides en réduisant la consommation de sucre rapide, favoriser la consommation de fruits et légumes à chaque repas pour un bon apport en fibres, manger du poisson 2 fois par semaine et davantage d'huile végétale, comme on a dit tout à l'heure, donc l'huile d'olive et le colza, consommer des produits laitiers et privilégier les repas faits maison et frais. Alors, pour les petits conseils, bien mastiquer les aliments et manger lentement pour aider le système digestif à faire son travail. Manger dans un environnement calme, sans parasites extérieurs. Bien faire attention aux produits industriels qui ont souvent des sucres cachés. Un repas complet avec des apports nécessaires doivent comprendre des légumes, des féculents, un produit laitier, de l'eau, et bien sûr de la viande, des œufs ou du poisson pour l'apport en protéines. Il faut également réduire le temps passé assis, augmenter l'activité physique, tout en rappelant, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il est nécessaire de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Merci Stéphanie pour ces conseils. C'est vrai que c'est toujours intéressant pour nos adhérents présents d'avoir des éléments concrets. Ça permet vraiment de mieux comprendre le sujet. Et aujourd'hui, c'est vrai que le sujet est vraiment d'actualité. La nutrition et la santé au travail, un duo indissociable. On a vraiment fait exprès d'insister sur cette team entre ces 2 termes. Comme je vous l'ai dit en préambule, on a la chance d'accueillir Élodie Daché, donc en tant que témoignage. Elle va nous apporter son expertise terrain qu'elle rencontre au quotidien avec ses patients. Et surtout, elle va nous présenter la première plateforme française de nutrition qui vient tout juste de sortir. Voilà, encore merci Élodie, et je te laisse la parole. Merci Charlotte et bonjour à tous. Donc je suis diététicienne nutritionniste et j'ai ouvert mon premier cabinet en libéral il y a 12 ans maintenant. Et j'ai donné beaucoup de conseils comme on vient de le voir là. D'ailleurs, merci les filles, c'était top. Et je me suis aperçue qu'en fait, c'était bien de donner des conseils, mais que souvent, c'était difficile de les mettre en place. On se dit tous, oui, je sais ce qu'il faut faire, voilà, il faut manger moins de sucre, moins de gras, mais le mettre en place dans son quotidien, ce n'était pas évident pour tout le monde. Et donc, j'ai créé des menus, en fait, des menus pour organiser un peu son quotidien et aider le patient ou le salarié à faire son organisation quotidienne. Donc, j'ai créé des menus, des listes de courses, plein de petits outils comme ça pour faciliter le quotidien.
C'est ce que j'ai fait donc depuis plusieurs années. J'ai ouvert quelques cabinets et récemment une plateforme en ligne pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes parce que j'ai vu que c'était pratique et intéressant pour beaucoup d'entre nous. Donc, j'ai créé cette plateforme il y a quelques… Oh, ben, je peux vous la montrer là. Hop, voilà. J'ai créé la plateforme où, en fait, l'abonné va pouvoir avoir accès toutes les semaines à des idées repas, des idées recettes, le tout vraiment le plus simple possible parce que je me mets toujours à la place du salarié, de l'abonné, de la personne qui va devoir mettre en place tous ces conseils au quotidien. Faire ses courses, c'est pas évident. On travaille tous beaucoup. On a parfois des enfants, parfois plus du sport à faire. Donc voilà, le but de la plateforme, c'était d'améliorer tout ça et de faciliter en tout cas l'organisation. Donc sur la plateforme, on a accès chaque semaine à un menu, une liste de courses et plein de petits conseils et recettes au quotidien. Voilà. Pour ça, j'ai créé aussi différents profils parce que on peut avoir envie d'équilibrer son alimentation et puis on peut aussi avoir envie de perdre du poids ou avoir des besoins différents parce que on est enceinte, parce qu'on fait beaucoup de sport ou parce qu'on est végétarien, par exemple. Donc, j'ai créé plusieurs profils qu'on peut voir là sur la diapo. Et en fonction du profil, les programmes, les menus, les recettes sont différentes. Voilà, ce qui permet de toucher différentes catégories de population et pour que tout le monde y trouve un peu les menus adaptés à son quotidien. Le but, c'est que ce soit très simple et très pratique à mettre en place. D'ailleurs, on va créer là encore d'autres profils, notamment, on en parlait tout à l'heure, le profil pour les diabétiques, pour pouvoir toucher aussi, même à distance, des patients avec des pathologies différentes. Comment est venue l'idée de la plateforme par rapport au suivi personnalisé qui avait été mis en place en amont des ouvertures de tes cabinets? Oui, c'est ça. J'avais donc après le cabinet créé le suivi en ligne, sauf que j'ai pas pu gérer. On a eu plus. Enfin, j'avais à un moment donné 200 patients en ligne parce que chaque patient, j'écrivais des mails chaque semaine, etc. Et donc au bout d'un moment, j'ai pas pu gérer le nombre de patients. Il a fallu que je crée une formule qui soit disponible pour plus de personnes, exactement. C'est comme ça qu'on a créé la plateforme et qui fonctionne très bien parce qu'en parallèle, donc avec la plateforme, on a accès à une application pour poser des questions. Donc, je suis en lien direct avec le patient quand même tous les jours. Il peut me poser des questions sur l'alimentation et puis même parler de sa motivation. Donc, on arrive quand même à avoir ce côté personnalisé du programme. On peut aussi accéder à des visios, donc c'est en supplément, c'est remboursé par la plupart des mutuelles, c'est 29 € et ça peut permettre aussi de faire le point et de discuter en temps réel avec le patient. Super. Merci pour ce témoignage. Le petit mot de la fin pour Stéphanie, avant de rentrer dans les questions. Alors du coup, pour la conclusion, on a choisi une petite citation inventée. Donc le travail, c'est la santé et bien manger, c'est la conserver. Donc non, il faut retenir que notre corps, c'est notre premier outil de travail. Mais pourtant, la vie professionnelle, ce n'est pas toujours compatible avec l'application des recommandations en matière de nutrition. Donc, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que l'équilibre alimentaire est un facteur clé de bonne santé et d'efficacité au travail et qu'adapter son alimentation à son rythme de travail est donc indispensable pour optimiser ses capacités professionnelles. Super, quel mot de la fin. Merci beaucoup Stéphanie. Rentrons dans le vif des questions. C'est vrai qu'on a eu quelques questions. On en avait préparé beaucoup plus lors de notre phase d'entraînement, entre guillemets, la semaine dernière. Donc, c'est le moment de les poser. N'hésitez pas, hein, nos experts sont à votre disposition. Hein. C'est vraiment important d'échanger. Si vous avez aucune question n'est bête, hein, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. En tout cas, sachez que pour toute demande d'information, vous pouvez contacter votre service de santé au travail ou Élodie Daché est disponible sur Instagram. Elle a une page avec plus de 20 000 personnes qui la suivent, donc, ou directement sur la plateforme, son site internet, si vous voulez rentrer en contact sur des parties un peu plus techniques. Alors, je vais reprendre quelques questions. On a eu pas mal de questions. On remercie Madame Lebrun qui s'est lancée dans les premières questions parce qu'au début, ce n'était pas le cas. Donc, merci. Il y a une question qui peut paraître très intéressante pour de nombreux adhérents. Est-ce que un de nos experts voudrait bien peut-être le reprendre à l'oral? Est-ce que le volet nutrition peut ou doit figurer comme un risque dans le document unique? Donc, DU, document unique
d'évaluation des risques professionnels, DURP, voilà, dans son appellation complète. Donc, il y a eu une réponse qui a été faite à l'écrit, mais est-ce qu'on peut peut-être étayer un petit peu pour notre adhérent? Parce que c'est une question qui peut être intéressante. Je vous écoute, mesdames. Oui, donc comme j'ai répondu tout à l'heure, c'est vrai que ça pourrait être quelque chose qui figurerait dans un DUR, dans le cadre où on peut effectivement proposer des actions de prévention, proposer des actions et des interventions en entreprise. Et c'est vraiment pour des horaires, des entreprises avec du travail en horaire décalé ou atypique, voire du travail en horaire de nuit, ou du travail comme en coupé. Je pense notamment aux personnes qui travaillent en périscolaire, en milieu périscolaire, qui ont vraiment des journées très, très fractionnées. C'est quelque chose qui pourrait éventuellement, oui, figurer dans un tableau des ERP. Super, merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui demandent le nom de la plateforme. Hello, est-ce que tu peux redonner peut-être l'URL à voix haute le temps que tu répondes aux questions? Oui, bien sûr, je n'avais pas vu. Daché Nutrition, je vais vous le mettre. Voilà. Il y a une personne qui nous demande, existe-t-il des conseils alimentaires particuliers pour les personnes insomniaques? Alors, des conseils particuliers pour les personnes insomniaques. Alors, non, si ce n'est qu'il faut éviter par rapport à l'horloge biologique, de trop manger durant la nuit, surtout si on est inactif. Donc, il y a des conseils, oui, ça sera qu'est-ce qu'il faut grignoter la nuit si vraiment on a faim et qu'on ne dort pas de la nuit, quoi. Donc, il faut favoriser des aliments, comme on voyait tout à l'heure, avec un indice glycémique bas, le moins de sucre et de glucides possible. Donc, on va se retrouver sur des yaourts plutôt nature, des fruits, des compotes sans sucre ajouté et tout ce qui est fruits oléagineux, amandes, noix, noisettes, c'est vraiment top. Je crois que c'est Véronique qui en parlait tout à l'heure. C'est riche en magnésium, ça calme le stress, donc parfois les insomnies sont dues au stress. Et surtout, il y a 0 sucre, donc c'est une super option. Ça marche, merci Elodie. Il y a un adhérent qui pose une question, je vais tout de suite la reprendre, mais n'hésitez pas, on a mis les questions dans le sondage, n'hésitez pas à y répondre dans l'onglet sondage en haut à droite, c'est important pour nous. Une personne demande, c'est pas parce qu'on a des actions à mettre en place qu'on le met dans le DURP, mais parce qu'il y a des risques liés à la situation. Oui, effectivement. C'est tout à fait pertinent, mais après, c'est vrai que c'est des cas par cas. Voilà, ça se rejoint aussi. Je veux dire, s'il y a un risque lié à la situation, c'est qu'effectivement, de base, on peut aussi proposer des actions. Et une personne demande, on est dans les temps, ça fait 51 minutes, donc on a encore un peu de temps pour les questions. Combien de repas plaisir on peut s'offrir par semaine? Alors ça, c'est vrai que c'est une question un peu piège et ça dépend de beaucoup de choses. Je vais laisser donc la parole à une de nos experts parce que c'est 100% féminin. Moi, je veux bien y répondre. Alors, vas-y, Elodie. Normalement, c'est tous les jours des repas plaisir. Il faut vraiment que, quoi qu'on mette en place, tous les repas soient vraiment du plaisir. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop le mot repas plaisir, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire, voilà, il y a le cheat meal, le repas libre. Moi, je l'appelle le repas libre. C'est un repas où on pense à rien et on essaie de pas trop calculer, équilibrer, pas équilibrer les glucides. Voilà, on fait vraiment ce qu'on a envie. Donc, je pense que c'est ce que tu veux dire, Elisabeth. Et dans ce cas-là, ça dépend de l'objectif. Si c'est juste manger équilibré, on peut s'accorder quand même plusieurs repas libres dans la semaine. S'il y a un objectif de perte de poids, 1 à 2 repas libres, c'est correct et on peut arriver à atteindre ces objectifs avec 1 à 2 repas libres par semaine. Alors, une autre question, ça n'arrête pas là, c'est super. Les céréales industrielles sont à éviter le matin. Cependant, les cornflakes ont peu de sucre, ajouté 8 grammes pour 100 de mémoire. Est-ce que ça peut être une alternative occasionnellement? Le terme, je pense qu'il faut insister dessus. Qui veut prendre la parole? Je ne veux pas monopoliser, donc comme vous voulez. Vas-y. Alors oui, souvent les cornflakes sont très sucrés. Si vous prenez des cornflakes nature, il y a peu de sucre. Il y aura juste le sucre contenu naturellement dans les glucides, ce qu'on peut autoriser le matin sans aucun problème. L'indice glycémique sera un peu élevé si la cornflakes n'est pas complète ou que ce n'est pas du flocon d'avoine. Si c'est le matin, c'est pas très grave, quoi. Voilà, je crois que c'était ça la question. Voilà. On a Dr Thiem
Tiamtoré, je m'excuse pour la prononciation, qui nous demande, étant médecin urgentiste, je ne mange qu'une seule fois dans la journée et bien souvent tardivement. Quel aliment privilégier, je pense, au cours de la journée, si je comprends bien la question? Alors, quel aliment privilégié par médecin urgentiste? Alors oui, le problème on fait comme on peut, mais le problème de manger qu'une fois, c'est que du coup, le corps s'endurcit et comprend que lorsqu'il mange, il faut qu'il stocke pour tout le temps où vous n'avez pas mangé. Donc, il faut privilégier des glucides complexes durant ce repas-là, avec des protéines, beaucoup de légumes pour apporter des fibres, éventuellement un laitage et un peu de vitamines avec les fruits. Entre les repas, il faut absolument manger parce que c'est là que vous allez puiser dans la masse musculaire. Au plus vous restez de temps sans manger, au plus vous puisez dans la masse musculaire. Au mieux vous mangez, au plus vous puisez dans le gras. Donc, ce qu'il faut, c'est manger et éviter le sucre. Donc, un peu comme pour la personne qui parlait de l'insomnie tout à l'heure, il faut favoriser des amandes, des noix, des noisettes tout au long de la journée. C'est calorique, mais ce sont des calories positives. Donc, ça, vous pouvez y aller. Ça va vous aider à tenir. Des fruits, on ne les limite pas. Éventuellement, des laitages, ça peut être des bonnes options. Après, si vous pouvez vous faire un petit sandwich avec du pain complet pour ne pas rester trop longtemps sans manger, c'est encore mieux. Merci Élodie. Alors, nouvelle question et on en aura bientôt terminé parce que je vous avais dit en préambule qu'on est ensemble pour à peu près 1 heure, donc on est à 55 minutes, on est dans le bon timing. Je n'ai plus de sensation de faim si je mange à heure régulière. Depuis quelques semaines, je mange uniquement quand je sens la sensation de faim. Est-ce que ça perdure le cycle circadien, s'il vous plaît? Donc, le cycle circadien, c'était présenté en amont. Alors, moi, je dirais que non, parce qu'il faut s'écouter. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce qu'on met en place comme organisation, il faut pouvoir le garder sur le long terme. Donc, faut vraiment, voilà. Mais après, faut s'écouter, il faut voir quand est-ce qu'on a faim. Si Paola, vous avez faim à des heures qui ne sont pas des heures habituelles, pourquoi pas. Il faut pas que ça perturbe non plus le côté social qui est hyper important. Voilà, si vous avez l'habitude de manger avec des amis, de la famille, c'est important quand même de garder ces repas-là. Mais après, non, je pense pas. Je sais plus qui avait parlé de ce cycle. Moi, je vois pas d'objection. Je crois que c'est C'était moi qui en avais parlé. Donc, ouais. Effectivement, après, il faut peut-être s'interroger si cette perte de sensation de faim est récente ou s'il y a un événement qui l'a déclenché et peut-être aussi creuser par rapport à cette origine. Hein. Après, cette situation est peut-être transitoire, elle peut peut-être coïncider avec une perturbation occasionnelle et peut-être qu'au fil du temps, vous allez revenir vers un rythme de prise de repas qui va être plus régulière. Mais effectivement, comme l'a dit Élodie, il faut parfois s'écouter tout simplement, à condition qu'on ne bascule pas dans quelque chose d'excessif. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Élodie. Oui, tout à fait. Super. Eh bien, écoute, il y a Paola qui nous remercie avec plaisir. Hein, c'est l'intérêt des webinaires. On est là pour ça. Donc, je propose qu'on clôture ce webinaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas pour toute demande d'information. Prenez contact avec votre service de santé au travail ou avec un spécialiste comme Élodie, donc diététicienne nutritionniste. On est vraiment là pour vous. Écoutez, on vous donne rendez-vous le 14 octobre. Donc, c'est un événement national. C'est les rencontres santé-travail organisées par Présence. C'est vraiment un focus sur la prévention en action. Donc, la thématique de cette année, c'est agir au cœur des entreprises pour assurer la santé de demain. Donc, Grand Est Santé-Travail organise 3 tables rondes webinaires. Donc, je vous les laisse prendre connaissance. N'hésitez pas à vous inscrire. Et d'ici quelques minutes, le replay sera accessible sur le site de Grand Est Santé-Travail. On est ravis de vous avoir retrouvé cet après-midi. On vous souhaite une bonne fin de journée et puis surtout, à bientôt.